Bien, ça me fait vraiment plaisir d'être ici cet après-midi avec vous pour parler de création d'expériences mémorables pour les agrotouristes, pour les gens qui viennent vous visiter dans vos fermes, dans vos entreprises. J'ai pas beaucoup de temps, j'ai une demi-heure et des poussières, puis j'ai beaucoup de choses à raconter, fait que sans plus tarder, je ne m'éternise pas davantage sur l'introduction et on entre dans le vif du sujet très, très rapidement pour parler des agrotouristes, donc ces gens que vous connaissez, qui viennent vous voir été après été. Une chose qui est importante puis intéressante de réaliser, c'est que les visiteurs, les agrotouristes, sont, j'emploie le mot plus fervent que jamais. Je reprends le mot fervent qui est sorti dans le rapport qui a été fait en 2018 par l'Association d'agrotouristes de tourisme gourmand du Québec. Puis c'est super intéressant de réaliser finalement que les agrotouristes, c'est plus des gens occasionnels qui viennent de temps en temps, une fois à chaque 2-3 ans pour visiter les fermes. Au contraire, 38% des gens se qualifient plutôt d'habitués et presque un tiers de fervents. Donc, ce sont des gens qui viennent, mais qui reviennent, qui vont visiter d'autres fermes aussi, qui en ont peut-être visité 10 pendant l'année avant de revenir chez vous l'année prochaine. Puis ça, c'est super intéressant d'en prendre conscience parce que ça fait que les agrotouristes sont peut-être moins facilement impressionnables qu'à une autre époque parce qu'ils en ont vu d'autres, ils ont des besoins, ils ont des attentes. Donc, c'est là que c'est intéressant dans une optique de planification de la prochaine saison, bien, de réfléchir à comment on peut mettre en place, puis imaginer, puis créer, puis orchestrer des belles expériences pour ces gens-là qui viennent nous visiter finalement. Et donc, de créer du mémorable pour eux, mais du mémorable qui a le potentiel de répondre à leurs différents besoins. Puis là, je fais la différence entre les besoins touristiques puis les besoins alimentaires, parce que les deux cohabitent. On parle d'agrotouristes, donc les gens ont des besoins touristiques, ils viennent vivre une expérience, ils viennent avoir du fun chez vous, et ces besoins-là, bien, on les connaît un peu. Il y en a quelques-uns qui sont listés là, donc évidemment, avoir du plaisir, ce n'est pas une surprise pour personne, mais ce qu'on sait aussi, c'est que les gens, ils ne veulent pas juste être passifs dans leur expérience à la ferme, ils veulent être impliqués dans leur expérience, être stimulés par leurs 5 sens. Les gens adorent vous rencontrer, parler avec vous, avoir des contacts humains. Ça ressort énormément. Et puis, bien, apprendre aussi. Il y a le mot apprentissage qui est là. Bien, c'est pas juste avoir du plaisir, mais apprendre aussi. Puis, moi, j'aime bien utiliser l'expression enrichir sa culture agroalimentaire. Et en parallèle de ça, bien, les gens viennent, ils sont des touristes, ils viennent vivre une activité, mais ils sont aussi des consommateurs, des mangeurs. Donc, comme vous et moi, ils ont aussi des besoins alimentaires. Puis, ces besoins alimentaires-là aussi, on les connaît de plus en plus. On sait que les gens ont des préoccupations par rapport à la santé, à bien manger. Les gens veulent manger frais, manger local. Ça ressort énormément aussi. Puis de plus en plus, les gens vont faire sortir des valeurs alimentaires comme manger des aliments qui sont durables, qui ont une valeur éthique aussi. Et on rajoute la confiance et la traçabilité. Ça s'explique quand même. On est dans un contexte, puis je vais le montrer juste après, où de plus en plus, pour monsieur, madame, tout le monde, la production de l'alimentation est de plus en plus loin de nous. Les gens peuvent avoir des problèmes de confiance, avoir moins l'impression de savoir d'où viennent les aliments, comment ils ont été produits, de quelle façon. Et bien, l'agrotourisme, ça vient répondre parfaitement à un besoin de confiance et de traçabilité, parce que les gens ils viennent à la source, ils vous parlent, ils voient les champs. Donc, il y a tout à fait moyen que l'offre que vous proposez aux visiteurs en agrotourisme réponde à la fois aux besoins du visiteur et aux besoins alimentaires des personnes. Et puis là, comment je vais séparer la prochaine demi-heure? Bien, je vais passer 2 minutes en introduction à parler du pourquoi c'est important de considérer les besoins alimentaires des visiteurs. Puis vous allez sentir peut-être un petit peu le chapeau de nutritionniste qui est en dessous de l'agrotouriste en moi. Et le reste de la présentation, le gros de la présentation va être sur les besoins touristiques. Un peu à ce moment-là, après avoir vu le pourquoi, on va voir le comment. Et ça va se présenter comme une espèce de catalogue de plein d'idées que vous pouvez, dans lequel, dans le fond, vous pouvez piger, puis choisir, puis aller chercher les idées qui vous tentent le plus à mettre en place chez vous. Puis comme n'importe quel catalogue, puis je trouve ça important de le dire dès le début, je vais partager vraiment plein d'idées, puis il y en a dans ces idées-là qui vont vous parler, que vous allez vous reconnaître dedans, puis il y en a d'autres qui ne vont pas vous parler pantoute, qui ne sont pas pour vous, puis c'est correct aussi. Je dis toujours, quand on regarde un catalogue, bien, mettons que je regarde un catalogue d'IKEA, bien, ça ne veut pas dire que j'ai besoin de tout acheter ce qu'il y a dedans. Là. Je vais aller chercher ce qui correspond à mes besoins. Ça va être la même chose pour les idées que je vais présenter, puis même les idées qui ne sont pas applicables chez vous, par exemple, ou qui ne sont pas dans vos cordes, qui ne sont pas dans vos intérêts, bien, elles le sont peut-être intéressantes pour un ami, un voisin, un collègue. Donc, à ce moment-là,
Le catalogue sera présenté et vous en ferez ce que vous voulez pour vous inspirer à partir de ça. Donc, petite 2 minutes sur le pourquoi je trouve ça intéressant. Vous qui êtes hôte en agrotourisme, dans le fond, vous recevez des gens chez vous. Bien, pourquoi c'est intéressant puis, de savoir le contexte dans lequel les gens arrivent chez vous? Il y a une déconnexion qui existe puis qui est réelle entre les consommateurs puis l'origine des aliments. Dans le fond, les gens, il y a quelques éléments d'explication sur les photos qui sont là. On pourrait en mettre beaucoup plus si on avait beaucoup plus de temps à discuter. Des fois, je parle pendant 1 heure juste de cette diapo-là. Aujourd'hui, on va le faire en accéléré. Mais il y a clairement un éloignement qui est physique de l'agriculture. De plus en plus, les gens vont habiter dans des villes, dans des banlieues, dans des quartiers où l'agriculture n'est pas derrière chez eux, dans leur cours. Les gens n'ont plus nécessairement des grands-parents, des tantes, des oncles qui sont agriculteurs, puis qui permet d'enrichir sa culture agroalimentaire dans un contexte amical et familial. Et c'est très relié à la photo qui est sur le dessus, qui montre un magasin à grande surface, là où la majorité des dépenses alimentaires des Québécois se font en très, très grande partie. C'est dans des lieux qui ressemblent à celui-là. Donc, un lieu où, encore une fois, c'est très pratico-pratique, tout est là. Je dirais même que tout est là en tout temps. En fait, il y a même une déconnexion qui est temporelle, en fait, que les saisons disparaissent dans un supermarché parce que, bien, vous le savez, dans les fraises et framboises, il y a plusieurs mois de l'année où est-ce qu'ils sont là, mais elles ne viennent pas d'ici. Donc, il y a une déconnexion de qu'est-ce qui pousse chez nous, à quel moment de l'année, ça c'est certain. Il y a un éloignement. Et bien, quand on parle de rythme des saisons, il y a aussi la photo d'à côté qui parle de rythme de vie. Vous reconnaissez sans doute, peut-être que vous reconnaissez ou des gens dans votre entourage qui sont en mode métro, boulot, dodo et ça recommence. Donc, les gens ont besoin de lieux d'alimentation qui sont simples, qui sont pratico-pratiques. Et ça explique le fait, en fait, que l'agriculture, elle est loin de nos yeux. Et vous connaissez le proverbe « loin des yeux, loin du cœur ». Mais des fois, il y a un attachement puis il y a une préoccupation par rapport à l'agriculture qui témoigne un peu de cette déconnexion-là. Puis pour beaucoup de gens, bien, c'est le schéma ou c'est le contexte, la réalité des gens qui débarquent chez vous, qui ressemble à ça par rapport à leur alimentation. Heureusement, l'agrotourisme existe, donc les gens ont des occasions de se reconnecter en vous visitant à la ferme avec 2 leviers principaux. Puis je dirais que le premier est plus à court terme, puis l'autre est plus à long terme. À court terme, les visiteurs qui viennent vous voir, bien, ce sont pour eux des occasions d'associer des histoires, des visages et des paysages à leurs aliments. Donc, à très, très court terme, après une visite chez vous, tout de suite, l'assiette prend du sens, les aliments prennent du sens, c'est plus anonyme. On vient de rebâtir un petit lien de connexion. Mais à plus long terme, il y a quelque chose de plus profond qui se produit. C'est qu'à force d'être agrotouriste, puis on voyait tout à l'heure dans les chiffres, à un moment donné, les gens ils deviennent des habitués puis des fervents. Donc, à force de visiter puis d'avoir des occasions de rapprochement à la ferme, l'agrotourisme, ce que ça a de merveilleux, c'est que c'est dans un contexte de plaisir que ça permet aux gens d'être de plus en plus curieux envers l'agriculture puis l'alimentation. Puis en étant plus curieux, puis en vivant des expériences, puis en apprenant toutes sortes de choses, on devient plus sensible, puis plus responsable aussi dans nos façons d'être consommateurs. Donc l'agrotourisme, ça peut paraître très anodin. C'est une activité, on a du plaisir, et c'est le cas, c'est la base, c'est pour avoir du plaisir, c'est une activité, mais il y a tout ça qui se produit comme en trame de fond dans la tête des gens, puis dans leur potentiel de changement d'habitude d'approvisionnement. Et puis, bien, il y a 2 raisons principales pourquoi c'est si efficace, l'agrotourisme et le tourisme gourmand. Bien, d'abord, c'est qu'on apprend des choses. On en a parlé tantôt. Il y a un volet apprentissage. Puis l'apprentissage, bien, ça touche la sphère des connaissances, c'est de la conscientisation, c'est du savoir. On enrichit notre culture agroalimentaire. Mais ce n'est pas juste des connaissances. C'est aussi, ça touche la sphère émotive aussi, dans le fond, parce que là, on a du lien, on a des rencontres, on a des humains, on a des conversations, des échanges, des poignées de main, des rires, puis tout ça, bien, ça touche énormément les gens. Même que moi, je parle avec beaucoup d'agrotouristes dans la vie. En fait, de temps en temps, je parle aux producteurs comme je fais aujourd'hui, mais le plus souvent, je parle à monsieur, madame, tout le monde, donc aux gens qui viennent vous visiter. J'ai beaucoup d'occasions d'échanger avec eux à travers mes différentes activités professionnelles, puis presque systématiquement, ce qui fait en sorte pour les gens qu'une expérience est mémorable, bien, c'est d'avoir jasé avec vous. C'est d'avoir eu une conversation, c'est d'avoir eu une anecdote que vous leur avez racontée, puis 3 ans après, ils s'en rappellent. Donc, ce côté-là qui touche les émotions, puis qui touche la sphère, c'est pas pour rien que j'ai mis le petit cœur partout, là, c'est pas juste parce qu'on est le lendemain de la Saint-Valentin, mais c'est pour montrer que finalement, les belles expériences que vous mettez en place pour les gens, ça vient inverser le phénomène de loin des yeux, loin du cœur.
on tombe dans le près des yeux, près du cœur. Puis je ne m'éterniserai pas plus longtemps, je vais respecter mon 2 minutes, mais je trouve ça intéressant avant de passer dans plein de suggestions, de plein d'idées à mettre en place dans vos entreprises, de bien positionner le fait que l'accueil que vous offrez, bien, non seulement vous offrez des bons moments aux gens, mais ça a vraiment aussi un potentiel intéressant pour le mangeur derrière chaque touriste. Donc, allons-y avec le comment, donc le prochain gros morceau de la présentation. C'est une photo d'une boutique, d'un kiosque à la ferme, finalement. Puis, ben, vous le savez, le kiosque, la boutique, c'est nécessaire. C'est là que les gens vont pouvoir faire leur approvisionnement après avoir vécu une belle expérience. Puis même une fois que les gens, ils vous aiment déjà, puis que vous les avez fidélisés, dans le fond, bien, ils ont besoin d'un lieu où est-ce qu'ils peuvent juste revenir pour s'approvisionner. Pourquoi je montre ça dès le début? Bien, c'est juste pour souligner que là, moi, je suis ici pour parler d'expériences, puis de mémorables, puis d'activités en agrotourisme qui vont chatouiller la fantaisie des visiteurs. Le point, c'est qu'une boutique ou un kiosque tout seul, bien, ça ne suffit pas à créer une expérience mémorable. C'est nécessaire. Mais quand on parle d'expérience en agrotourisme, bien, il faut aller un petit peu plus loin que ça. Puis là, il y a deux facettes qu'on va explorer pour présenter les exemples qui suivent. D'abord, une facette pour les interactions, puis après ça, une facette où est-ce que je vais donner des idées par rapport au contenu. Et avant de rentrer dans mon catalogue d'idées, l'autre petite nuance que j'aime toujours dire avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que je suis très, très consciente aussi que le temps, ça ne pousse pas dans les arbres, puis que l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres non plus. Tu sais, je sais qu'à un moment donné, des fois, à force de voir plein d'idées se faire proposer, à un moment donné, on peut dire « j'ai pas le temps de faire tout ça ». Vraiment, l'idée, c'est pas de faire tout ça. L'idée, c'est de choisir dans les idées qui vont être présentées celles qui correspondent à vos horaires puis à la dynamique que vous avez dans vos entreprises. Donc, c'est pas une to-do list ce que je vais présenter, c'est vraiment des suggestions. Puis vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui coûtent pas si cher que ça non plus. Alors, dès 2015, c'est un article, c'est une capture d'écran de la presse de 2015, et je fais apparaître les mots que j'ai encadrés. Dès 2015, on nous disait dans la presse que de plus en plus de visiteurs viennent davantage pour faire une sortie en famille au grand air que par rapport à juste s'approvisionner, que les gens sont en quête d'une belle expérience, d'un accueil agréable, d'une personne capable de répondre à des questions sur les variétés, les recettes. Bref, si on prend juste le mot « accueil agréable »,« personne capable de répondre », on est tout de suite dans les interactions. Et c'est le premier volet que je veux aborder avec vous tout d'abord. Puis là, vous allez voir que j'ai pris plein de photos de plein de fermes que j'ai déjà visitées. Il y a des gens que vous allez vous reconnaître dans la salle. Et puis, c'est presque la moitié à peu près, ce sont mes photos. L'autre moitié, c'est des photos que j'ai prises sur les pages Facebook des différentes entreprises. Donc, vous allez sans doute vous voir passer, peut-être, qui sait. Donc, les rencontres, l'humain, le lien. Ici, je veux aborder l'idée de voir comment vous pouvez mettre en place des occasions justement pour interagir avec les visiteurs. Parce que je l'ai présenté dans l'introduction, c'est vraiment quelque chose qui a un haut puis un fort potentiel de mémorabilité, les échanges que vous allez pouvoir avoir avec les gens qui viennent vous visiter. Donc, mettre en place des visites. Je ne sais pas s'il y en a qui le font déjà, qui pensent le faire et qui manquent de temps des fois pour le mettre en place, ou d'autres pour qui ce n'est pas du tout une avenue possible. Mais certainement, moi, j'aime bien le proposer puis le suggérer parce que, mais vous l'avez vu aussi tout à l'heure avec les gens qui sont des agrotouristes de plus en plus souvent, il y en a qui vont venir puis qui vont toujours vivre la même expérience puis être toujours satisfaits, mais il y en a qui veulent toujours apprendre quelque chose de plus ou aller un petit peu plus loin dans l'information. Puis je pense que les visites, c'est comme un peu un 2 pour 1 parce que pendant qu'on interagit avec un producteur lors d'une visite de ferme, bien, on a de l'information, mais on a aussi tout le côté humain, le contact, puis le fait que c'est raconté. Donc, je trouve que c'est une super belle idée. Maintenant, des visites, là, je vois toujours les gens dire « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». C'est pas obligé d'être 8 fois par jour, tous les jours, des visites. C'est à vous à choisir l'horaire qui vous convient, puis il n'y a pas de bonne réponse. Quelqu'un pourrait décider de mettre des visites, par exemple, le dimanche à 11 h, une fois seulement dans toute la semaine, puis c'est tout à fait correct. L'idée, c'est de communiquer cette heure-là où est-ce que vous proposez une visite aux gens pour que les gens puissent la savoir. Parce que c'est déjà arrivé que je suggère comme ça aux gens de mettre des visites, puis là, quelqu'un en organise, puis là, bon, genre pour reprendre le même exemple, bien, le dimanche à 11 h, il y a une visite, puis il dit « ah, bien, il n'y a pas eu personne ». Mais finalement, c'est parce que les gens, ils ne le savaient pas, ça n'avait pas été écrit sur le site Internet ou ça n'avait pas été écrit sur la page Facebook. Donc, oui, il y avait une visite, mais les gens ne l'ont comme pas su, puis ils n'ont pas pu arrimer leur horaire avec ce que vous aviez eu à proposer cette journée-là.
Donc, d'en instaurer des visites aux heures qui vous conviennent puis à la fréquence qui vous convient. Mais la deuxième étape, c'est de les communiquer aussi ces heures-là aux gens pour que les gens puissent arrimer leur horaire à ce que vous leur proposez. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre équipe. Tu sais, quand je dis visite, c'est pas obligé d'être vous-même non plus. Certainement, les gens aiment ça vous rencontrer, mais si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui est bon pour parler avec le monde, puis ça peut tout à fait être, ça peut être très, très, très bien être quelque chose qui devient dans les tâches d'une personne de votre équipe, mais certainement qu'il y a une bonne partie des visiteurs qui vont apprécier cette occasion-là de transfert de connaissances que vous leur proposez. Maintenant, il y en a d'autres qui peuvent dire, ben oui, mais pendant que je fais ça, les visites, le travail ne se fait pas ou j'accumule les choses à faire. Mais effectivement, puis c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a une réflexion à faire à savoir si les visites, elles sont gratuites ou si elles sont payantes, un peu comme le tour de tracteur ici, bien, il y a un horaire sur la pancarte, à quelle heure il y a les tours, et puis bien, il y a le tarif. Fait que c'est un exemple pour des tours de tracteur, mais qui pourrait très bien s'appliquer à des visites avec vous, par exemple, avec un horaire, puis combien ça coûte faire une visite. On l'a vu dans la citation de la presse juste avant. Les gens, ils viennent de plus en plus vous visiter, pas juste dans une optique d'approvisionnement pour repartir, cuisiner des litres et des litres de confiture, ils viennent vous visiter pour vivre une expérience aussi. Donc, vivre une expérience puis faire une activité, les gens sont prêts à payer pour une activité d'une certaine façon. Puis moi, j'ai rarement vu des activités à la ferme coûter plus cher que ce que ça coûterait aller au cinéma, par exemple. Fait que, c'est des tarifs qui sont super raisonnables, puis les gens sont prêts. En tout cas, du moins, les agrotouristes fervents, là, ceux qu'on veut nourrir, puis ceux qu'on veut qu'ils reviennent, puis qui aiment ce qu'on leur propose, eux autres sont tout à fait au fait que c'est normal de payer pour une visite. Après, ben, il y a toutes sortes de modèles, puis tout à l'heure, Philippe Quinn vous parlera du modèle de sa ferme pendant le panel. Fait que ça peut être gratuit, mais une fois sur le site, il y a des activités qui sont payantes, ou ça peut être une entrée payante, et puis après ça, il y a des choses qui sont offertes. Encore là, à vous à déterminer votre modèle. Ce qui est certain, encore là, dans les types de visites, elles peuvent être à pied, peuvent être en tracteur, il y a plein de façons, mais dans tous les cas, bien, ça crée du lien, ça crée de l'attachement, et ça permet de transmettre des connaissances, donc répondre aux besoins des apprentissages que les gens cherchent à faire quand ils viennent faire une activité agrotouristique chez vous. Maintenant, bien, on vient de le dire, les visites, moi, j'encourage d'y penser. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais pensez-y puis essayez de voir s'il y a une façon d'en implanter, même si c'est une fois dans la saison puis que vous en faites une journée spéciale, pourquoi pas. Mais en dehors de ces visites-là que vous pourriez mettre à l'horaire, bien, c'est le fun si on pense à d'autres façons que les gens puissent faire des apprentissages quand ils viennent vous visiter. Donc, bon, les panneaux, c'est quand même un classique. Il y a sans doute des gens parmi vous qui avaient des panneaux à la ferme. On peut les rassembler, comme par exemple se faire des petits centres d'interprétation, des petits coins musées, pourquoi pas. Donc, les gens, à ce moment-là, aller visiter le coin musée ou le centre d'interprétation devient une étape de leur visite chez vous. On peut même faire du transfert d'informations via la création d'une atmosphère avec la fiche, par exemple, de Locolo qui parle des variétés de fraises. Bien, à ce moment-là, on est dans quelque chose qui crée une ambiance, qui crée du beau, mais en même temps qui transfère de l'information. Mais là où j'attire votre attention, c'est sur l'image du milieu. Et puis ça, ce n'est pas une image d'une fraisière ou d'une framboisière, c'est un verger où il y a vraiment plein de variétés de fruits différents. Ils sont situés au Témiscamingue. Et ce que j'aime beaucoup de cet exemple-là, c'est qu'ils ont fait leur panneau, mais ils n'ont pas tous rassemblés proche de la boutique ou proche du stationnement. Ils les ont répartis le long d'un sentier sur la terre. Ce qui fait que c'est comme d'une pierre deux coups, encore une fois. On a nos panneaux pour le transfert d'informations, mais on crée une activité en créant, en plus, comme un volet randonnée, un volet rallye. Puis là, on pourrait imaginer que ça peut devenir un quiz. Pourquoi, plutôt que de faire du texte continu, ça pourrait être des « saviez-vous que », des questions quiz, où est-ce qu'on a la réponse à notre question au panneau d'après, par exemple. Fait que là, ça motive les gens à faire le sentier au complet. Puis d'expérience, moi, je peux vous dire, s'il y a un sentier sur une ferme, puis moindrement qui est un petit peu animé, les gens le font. Les gens le parcourent parce que ça devient une des activités qui est proposée. Puis les gens viennent chez vous, bien, ils essayent de faire un paquet d'activités différentes. Donc ça, moi, je trouve ça vraiment le fun parce qu'en plus, on parle d'alimentation, puis là, les gens vont manger. Après, ils vont peut-être avoir un pique-nique, ils vont peut-être acheter une tarte, se gâter un petit peu. Fait qu'il y a toute l'idée de s'ouvrir l'appétit en plein air, de commencer par faire du sport, se faire de la place, se creuser l'appétit, puis après ça, bien, on se régale avec les choses que vous pouvez leur proposer à manger ou qu'ils ont apporté eux-mêmes dans leur pique-nique. Mais je trouve que c'est une belle façon dynamique d'impliquer les gens dans leur visite avec le volet bouger à la ferme. Y en a-tu qui ont déjà ça, un sentier avec des panneaux? Ouais? 1, 2, 3, oui. Super. Puis est-ce que les gens le font? Oui, quand même, oui. Moi, je trouve vraiment que c'est une belle idée.
En tout cas, quand il y en a un, moi, c'est sûr que je le fais. Une petite parenthèse, puis vous l'avez sûrement tous remarqué. Moi, je marque, soyez prêts à parler d'environnement. On l'a vu dans les valeurs des consommateurs, les valeurs alimentaires des gens. Les gens veulent de plus en plus manger local, manger frais, mais aussi veulent de plus en plus que leur choix puis de ce qu'ils mettent dans leur assiette corresponde à une certaine forme de durabilité puis d'éthique. Donc, moi, je pense que ça ne va pas être un phénomène qui va diminuer. Ça va juste augmenter. Les gens vont poser de plus en plus de questions sur les façons que vous cultivez dans vos champs, que les aliments sont produits chez vous. Fait que je trouve ça intéressant de juste le lancer comme ça. Puis c'est drôle parce que je travaillais à préparer la présentation d'aujourd'hui, puis je lisais dans la presse, Marc-Claude Lortie, le 4 janvier 2019, donc ça vient juste d'être publié, il y a à peine un mois, la mise en valeur des gens et des approches, des valeurs environnementales derrière les aliments est aussi un facteur capable de persuader les consommateurs d'acheter différemment. Donc déjà, les gens, c'est toute la partie qu'on vient de voir, à quel point c'est important, la mise en valeur de l'humain dans une expérience, mais aussi elle le mentionne très, très fortement, là, que les valeurs environnementales vont habiter de plus en plus les gens, puis vous risquez d'avoir des réponses là-dessus. Donc, tu sais, tout ce que vous faites dans vos entreprises puis dans vos champs en faveur de prendre soin des sols, de prendre soin du vivant, bien, soyez prêts à répondre aux questions des gens là-dessus, mais aussi d'aller au-devant des questions des gens, puis parler leurs-en, parce que ça intéresse de plus en plus les consommateurs. Maintenant, on va distinguer tout ce qui est l'offre régulière de ce que vous offrez pour les agrotouristes, puis tout ce qui peut être de l'offre ponctuelle, qui vient s'ajouter à l'offre régulière. Donc, puis même les visites qu'on vient de discuter, vous pourriez très bien les avoir dans l'offre régulière, comme vous pouvez les avoir dans l'offre ponctuelle. Ils ne sont pas du tout obligés d'être dans l'offre régulière. Dans l'offre régulière, il y a tout ce qui est autocueillette, mais vous pourriez avoir, on pourrait parler d'un rallye ou d'un sentier animé, comme je viens de donner l'exemple, d'un labyrinthe, d'un parc, d'une mini-ferme, d'une aire de pique-nique. Donc, toutes ces choses-là que jour après jour, quand vous ouvrez, bien, c'est en place, puis les gens peuvent en profiter. Mais juste à côté, bien, tout ce qui peut être, ce qui est comme un deuxième niveau finalement. Il y a les choses de base qui roulent tous les jours, puis il y a les choses qui viennent ponctuer la saison, des journées familiales, des barbecues, une visite spéciale thématique, un repas à la ferme. Donc, toutes ces choses de plus qui viennent s'ajouter à votre offre régulière, mais qui ont un beau potentiel de créer du mémorable pour les gens. Commençons par l'aire de pique-nique. On vient de la mentionner. L'aire de pique-nique, ça a l'air de rien, mais ça a un potentiel de mémorabilité. Ici, on a une table qui est située de façon super pratique, proche du stationnement, possiblement proche de la boutique. Puis ces tables-là, moi, je trouve qu'elles sont quand même importantes d'un point de vue pratico-pratique. Des jeunes familles qui veulent être proches de la voiture, proches de la glacière ou proches des toilettes de la boutique, pourquoi pas. C'est tout à fait utile. Par contre, bien, il y a des agrotouristes qui viennent vous voir, puis rappelez-vous, au début, la présentation que j'ai faite de la personne métro-boulot-dodo qui est un peu dans une routine un rythme de vie assez effréné. Il y a beaucoup de gens, parmi les gens qui viennent vous visiter, qui ont passé la semaine assis derrière un ordi, dans un bureau, qui n'ont pas passé beaucoup de temps dehors. Puis là, c'est samedi, puis là, c'est dimanche, puis là, il fait beau dehors, puis là, ils s'en viennent à la ferme. Donc, il y en a plein de gens qui viennent à la ferme puis qui ont comme l'espoir ou l'idée ou le désir de ne pas nécessairement être assis proche d'un stationnement, mais plutôt de se sentir comme en pleine nature, parce que toute la semaine, ils l'ont passé proche du béton, proche d'un stationnement. Donc, c'est une idée que je lance, puis ça ne s'applique peut-être pas à toutes vos entreprises ou à tous vos lieux, mais je suis sûre qu'une bonne partie de vos lieux ont des endroits magiques, à gauche, à droite, sur la terre, où on pourrait aussi mettre des tables de pique-nique. Puis c'est certain que si on en parle aux gens, bien, savez-vous, il y a aussi une aire de pique-nique derrière, puis là, on pourrait rajouter l'idée du sentier, un sentier qui mène à une aire de pique-nique qui serait peut-être ailleurs sur votre ferme, puis qui permettrait de faire bouger les gens, que les gens puissent prendre le pouls de votre paysage, s'approprier votre paysage, aller pique-niquer dans un endroit qui est peut-être plus en nature. Ça va plaire à beaucoup de gens. Donc, je lance la question, quels sont vos endroits magiques? Des fois, ce ne sont pas des solutions qui coûtent très cher comme ça, de penser à où est-ce qu'on peut mettre des spots à pique-nique sur notre ferme. Et ça a un potentiel de créer de la mémorabilité pour les visiteurs. Et tant qu'à parler de nourriture, bien, il y en a plusieurs aussi parmi vous dans vos kiosques, dans vos boutiques. Bon, vous vendez vos produits, mais il y en a plusieurs qui vendent autre chose, des solutions pour les gens qui voudraient pique-niquer chez vous. Bien, il y a moyen d'acheter des produits locaux, des produits de voisins, des produits complémentaires. Donc,
Les aliments qui ne sont plus anonymes gagnent en mémorabilité. Bien ça, d'abord, les gens, ils sont venus chez vous, ils ont associé, comme on le disait tout à l'heure, des histoires, des visages, des paysages. Donc déjà, vos produits, vos fraises, vos framboises prennent une toute autre valeur. Mais ça devrait aussi être un peu la même réflexion pour tous les autres produits que vous offrez aux visiteurs. C'est-à-dire que si vous offrez des sandwichs, par exemple, bien, ça serait le fun qu'ils soient faits avec le pain du boulanger du village ou le fromage d'une fromagerie fermière qui est sur le même rang que vous ou qui est 3 rangs en arrière. Mais comment, dans le fond, à travers les produits que vous offrez, vous pouvez créer de la cohésion, puis dans le fond, d'offrir des produits qui sont le reflet de ce que vous offrez avec vos propres produits, finalement. Puis si on veut que les autres restaurateurs puis que les autres entreprises utilisent nos fraises puis nos framboises dans leurs recettes ou sur leur menu, bien, c'est la moindre des choses de faire la même chose pour eux. Donc ici, j'ai mis, on a de plus en plus de places où est-ce qu'on peut prendre des petits desserts glacés à la ferme. Ça, c'est sûr que ça fonctionne bien. J'ai mis les crêpes, et ça, s'il y en a qui ont des coins resto ou une façon de pouvoir proposer aux gens des lunchs à la ferme, des brunchs à la ferme, pourquoi pas. Mais servir des plats chauds, c'est toute une logistique aussi. Mais je suis tombée sur la photo en haut c'est une photo que j'ai prise sur Google, ça, je ne l'ai pas prise sur aucune des pages Facebook de vos entreprises. Mais finalement, c'est la même crêpe roulée puis mise en brochette avec des fraises, puis que là, si c'était offert aux visiteurs comme ça, c'est certain que prendre une petite collation de crêpes aux fraises, mais version brochette, ça pourrait attirer bien des jeunes et des moins jeunes. Donc, comment voir à offrir nos produits, mais de différentes façons, de créer des collations comme ça. J'ai bien fait attention dans la photo que j'ai choisie, avec l'idée de la crêpe, bien, ça pourrait très bien être fait avec une farine québécoise qui vient de votre région. Donc, on reste dans cette philosophie-là d'offrir des choses qui sont produites un peu avec la même philosophie que nous, on produit les fraises et les framboises. On a un produit qui est local, qui est de chez nous. Bien, c'est le fun d'encourager les mêmes choses. La crêpe, elle pourrait s'inclure là-dedans, parce que je voyais plein de brochettes qui étaient avec des guimauves puis du chocolat. Puis, elle avait l'air vraiment gourmande et décadente, mais je trouvais qu'il y avait moins de lien avec le lieu. Puis, si vous avez une boulangerie ou une pâtisserie dans votre secteur qui fait un bon petit gâteau à l'érable, mais ça pourrait être tout à fait une brochette de gâteau à l'érable et de fraises. Puis, là, à ce moment-là, ça devient un produit collaboratif avec cette boulangerie-là, puis, ou avec une érablière, pourquoi pas. Mais de penser à voir comment on peut s'intégrer dans la collectivité comme ça, c'est intéressant. Et puis aussi, il y a sûrement beaucoup d'entre vous dans vos coins boutiques où vous proposez des solutions aux gens pour s'hydrater, que ce soit du lait, des jus, des boissons gazeuses. Puis encore là, on a les kombucha du Mont-Ferréol qui en font une version aux framboises. Donc, il y a comme l'idée de créer aussi quelque chose de raccord puis de conséquent. Tant qu'à proposer de l'hydratation aux gens, mais pourquoi pas, de un, offrir une boisson qui est québécoise, puis de deux, bien, s'il y a un petit côté framboise, puis que c'est le produit que vous cultivez, ça permet aux gens de... J'appelle ça des fois un peu comme créer une atmosphère ou créer une ambiance qui est logique puis qui est conséquente, puis on se sent on passe une demi-journée à cueillir des framboises, puis que finalement, bien, on finit ça avec un petit sundae aux framboises, puis qu'on prend un drink qui est aux framboises aussi, puis qui est fait au Québec aussi. Ça crée une expérience qui se tient, puis qui est pas mal gourmande au final. Toujours dans les propositions gourmandes, la tarte, c'est quand même un classique, et j'y reviendrai. Si vous avez des confitures à faire goûter, bien, pourquoi pas penser à des produits qui sont tellement complémentaires avec les confitures. Ici, c'est un exemple avec des scones. Puis là, des fois, on peut avoir peur qu'il en reste puis qu'il soit moins bon le lendemain, mais on peut faire des parfaits ou des sundaes ou des puddings au pain. Il y a des solutions comme ça, ou des journées spéciales où on fait un dessert format grand, format à partager finalement, puis que les gens achètent des portions, ça peut être intéressant. Mais je reviens à la tarte. La tarte en soi, elle peut être super bonne puis super délicieuse. 10 minutes à peu près? OK, ça va aller. Mais il y a tout l'environnement, puis j'en parlais par rapport à l'heure de pique-nique aussi. Il y a le produit, mais il y a le où il va être consommé aussi. Donc, je prends la même tarte, c'est au Comte de Roussy, puis si on regarde où est-ce qu'ils nous proposent de la consommer, ça, c'est leur terrasse. C'est sur la côte de Beaupré, donc c'est avec vue sur l'île d'Orléans. Et on peut, quand on va là, on n'est pas obligé d'acheter la tarte au complet, on peut s'acheter une pointe de tarte, puis la prendre avec un petit café, une boisson chaude, se faire une pause café sur une belle terrasse comme ça. Donc, c'est sûr que c'est des moments mémorables. Mais je n'ai pas fini de parler de tarte. Moi, je pensais à ça, puis je me suis dit, il y a aussi une perte de transmission d'habileté culinaire qu'on est capable d'observer dans les derniers... Avant, toutes les mères connaissaient sa recette de tarte, puis c'était transmis de génération en génération. Et puis là, il y a eu, on l'observe beaucoup là, en alimentation, une perte
de transmission d'habileté, c'est-à-dire qu'il y a eu une génération de parents qui ont moins transmis de recettes familiales aux générations suivantes. Puis c'est pas tous les jeunes aujourd'hui qui sont capables de partir une pâte à tarte de zéro. Mais pourquoi pas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, la cuisine, puis le côté transmission d'habileté culinaire, c'est une activité que moi, je vois qui pourrait être super agréable à faire à la ferme. Pourquoi aller s'enfermer dans une école de cuisine si je pourrais apprendre à faire de la tarte avec les fruits que je viens juste de cueillir? Moi, je trouve que c'est une belle idée. On apprend à faire la tarte le matin. Pendant que les tartes sont au four, on s'en va cueillir nos fraises. Puis quand on revient d'avoir cueilli les fraises, les tartes sont cuites, puis on peut les déguster. Donc, en tout cas, Josiane, on s'en reparle tantôt. Ça peut être pour les jeunes et les moins jeunes. Moi, je pense aussi que l'agrotourisme, c'est une activité formidable de par le fait qu'elle est tellement facile et accessible de façon multigénérationnelle. Qu'on peut faire des choses autant avec les personnes plus âgées, avec les personnes plus jeunes. Même des histoires culinaires comme la tarte, ça pourrait très bien être fait avec des enfants ou intergénérationnel. Et dans la même lignée, en fait, quand on parle de baisse de transmission d'habileté, une chose qui s'est beaucoup perdue, c'est les connaissances par rapport à faire du canage, finalement, à faire tout ce qui est confiture, fruits en pot, coulis, compote, mais qu'on conserve en pot maçon, finalement, à température pièce. Parce qu'on le dit beaucoup, puis on évoquait tout à l'heure les vidéos sur la conservation des fraises et des framboises. Puis il y a plein de trucs, puis il y a beaucoup de trucs congelés, puis on dit beaucoup aux gens congelez vos fraises, congelez vos framboises, vous allez en avoir pendant l'hiver, vous allez être contents d'en avoir pendant l'hiver. Mais à un moment donné, les congélateurs des gens, ils atteignent une capacité maximale. Fait que d'apprendre à faire de la conservation, c'est vraiment pertinent parce que tout ça, c'est des fruits du Québec qu'on garde puis qu'on peut ressortir l'hiver, mais qui surchargent pas les congélateurs domestiques des gens. Moi, je pense que ça aussi, ça pourrait être des super beaux ateliers à organiser à la ferme à partir de vos fruits. Puis ça, je laisse ça comme ça. Ça, c'est un vignoble, évidemment, on est en Europe, mais c'est juste pour montrer que c'est pas obligé d'être compliqué. C'est quelques tables pliantes, quelques nappes, quelques chaises pliantes, puis après ça, on se débrouille. Est-ce qu'on est capable de trouver un brûleur électrique avec une rallonge ou plutôt des brûleurs à camping qui n'ont pas besoin d'électricité? Mais c'est pas plus compliqué que ça, des tables, des chaises, une petite façon de faire une démonstration culinaire devant des gens, mais moindrement que l'environnement est beau, que les rencontres sont chaleureuses, puis sont outillantes, puis sont agréables, c'est vraiment du mémorable. Puis en tout cas, moi, j'irais m'asseoir là pour apprendre quelque chose que quelqu'un d'entre vous aurait à m'apprendre sur les fraises et les framboises. Un tout petit mot pour être conséquent. Je l'ai évoqué tout à l'heure, les gens vont de plus en plus être sensibilisés à l'environnement, à tout ce qui est plastique à usage unique. Je sais que c'est pratique pour les dégustations, mais de voir s'il n'y a pas des fois des alternatives en vaisselle réutilisable ou minimalement en trucs compostables, ça peut être des solutions intéressantes, mais c'est surtout les agrotouristes fervents, ceux qui envoient beaucoup des fermes, ceux qui reviennent. Souvent, c'est des gens qui sont habités aussi par des valeurs de durabilité, puis ils peuvent accrocher sur ces petits détails-là. Donc, un petit drapeau de pensez-y. Et puis, on dit, mais manger à la ferme, ça crée du mémorable. Certainement que dormir à la ferme aussi. Imaginez se réveiller le matin et puis aller cueillir ses premières fraises directement dans le champ. Je pense qu'il y en a certains parmi vous qui êtes déjà hôtes de Terroir en VR qui va changer de nom prochainement. Il y a tout, après ça, des possibilités de gîtes à la ferme et autres, mais c'est un gros sujet. Maintenant, les collaborations, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure quand je disais que c'est une bonne idée de faire des collaborations avec les voisins et les autres producteurs de notre secteur. Qui sont des amis, pourquoi pas? Bien, ça, c'est 2 exemples de produits collaboratifs avec des fraises et des bières. Parce que pourquoi pas, on peut faire... Celle à droite, c'est avec les Jardins du Gré, puis c'est une bière fraise et rhubarbe. Et puis à la Bourdage, avec les fraises de la ferme Bourdage. Ça peut aussi être des collaborations, par exemple... des gens qui achètent quelque chose chez vous avec leur facture, ils ont un rabais ou ils ont une surprise quand ils vont dans une entreprise partenaire et vice-versa. Si les gens achètent quelque chose à l'entreprise partenaire, ils ont un rabais ou une surprise chez vous. Ça fait qu'on s'envoie du monde finalement, puis que le mot circule, qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe dans les entreprises. Ça dynamise en fait. Puis par rapport aux bières, c'est 2 exemples de bières du même été en plus. Et puis c'est sûr que c'est mémorable quand tu es allé cueillir, que tu as pique-niqué, puis que là, c'est la fin de journée, puis que le soleil se couche, puis que là, tu ouvres la bière qui est faite avec les mêmes fraises que celle que tu viens d'aller cueillir. Donc, ça crée des beaux souvenirs qui restent en tête longtemps. Quand vous avez des produits distinctifs, il y en a plusieurs parmi vous qui avez des produits distinctifs, mais aussi, n'hésitez pas à mettre du contexte autour de ces produits-là. Ici, il y a des perles de petits fruits, des framboises jaunes, quel que soit-il le produit qui vous démarque, dans le fond, n'hésitez pas à en parler, à le faire goûter, mais l'idée des perles de petits fruits, elle est partie d'où, cette idée-là? Ça a été quoi la démarche pour faire le produit? C'est certain que les gens, au-delà de juste
trouver ça intéressant, mais ils vont trouver ça encore plus intéressant s'il y a des histoires puis des anecdotes et du contexte qui vient autour. Et dans les produits complémentaires, bien, c'est certain aussi que, par exemple, ici, j'ai une place où est-ce qu'on peut aller cueillir des framboises, puis là, on nous dit sur Facebook, « Ah, bien, vous pouvez venir cueillir vos framboises, puis en plus, vous allez pouvoir cueillir des petits concombres. » Bien, pourquoi pas? Dites-le aux gens quand il y a d'autres choses qu'on peut faire. C'est certain que c'est attirant et agréable aussi. Je passais vite là-dessus, puis c'était un peu pour parler de l'idée qu'évidemment, je ne vous apprends rien, c'est des belles activités à faire en famille avec les enfants, mais je vais accrocher sur l'image qui est en bas, dans le coin à droite, où on voit du théâtre en forêt. Je ne sais pas si les gens sont ici. La Fermetier, hein? Non. En fait, c'est une personne de la famille de la Fermetier qui aime beaucoup le théâtre, puis eux, bien, ils ont choisi de faire, pour animer, pour offrir des activités aux enfants. Dans le fond, il y a du théâtre en forêt, puis ça revient à plusieurs moments dans le calendrier. Et puis, ce que je trouve intéressant, puis l'idée que je lance avec ça, c'est que c'est parti d'un intérêt des producteurs, dans le fond. Il y avait un intérêt pour le théâtre. Bien, eux se sont dit, nous, puis on n'est pas dans l'offre régulière, on est dans l'offre ponctuelle. Nous, de façon ponctuelle, bien, on va offrir des activités familiales avec du théâtre en forêt à la ferme. Mais vous, c'est quoi vos intérêts à vous? Parce que dans le fond, on peut faire du mix and match avec pas mal n'importe quel de vos intérêts à vous. Est-ce que vous aimez la musique? Pourquoi pas faire inviter un musicien à la ferme? Est-ce que c'est plus l'art, le yoga, les pilates, ou est-ce que vous tricotez, vous peinturez? Ce sont toutes des invitations qu'on peut lancer aux gens en fonction de vos intérêts à vous. Moi, je pense que toutes les activités ont un potentiel de fonctionner si à la base, vous, elles vous motivent, puis vous, elles vous inspirent, ces activités-là. Puis là, bien, je suis encore en train de parler dans l'offre très ponctuelle. Alors, tous ces exemples-là ne sont pas des exemples offerts tous les jours, mais c'est des exemples d'activités qui viennent ponctuer puis agrémenter le calendrier, créer un peu de magie, satisfaire aussi les agrotouristes fervents, parce que je reviens encore à eux. Eux, c'est des gens qui sont peut-être venus cueillir chez vous au début de la saison, mais que s'il y a une journée spéciale avec une activité particulière qui leur plaît, bien, il y a des très bonnes chances qu'ils reviennent puis qu'ils amènent du monde aussi. Donc, tu sais, le même agrotouriste qui est vraiment convaincu puis qui est vraiment fervent peut revenir plusieurs fois, profiter des différentes activités que vous leur proposez. Ce sont tous des exemples québécois. On n'est tous pas dans la fraise et la framboise, mais c'est pour toutes des choses qu'on pourrait appliquer à la fraise et à la framboise. Et ce sont tous des exemples québécois, sauf le ballet à la ferme. Ça, c'est un exemple qui est... c'est pas très loin, c'est au Vermont. Mais eux, bien, ils aimaient le ballet, donc pourquoi pas faire un spectacle de ballet à la ferme? C'est vraiment pour montrer que tout est possible. Puis que c'est pas obligé d'être compliqué. Puis je finirai là-dessus. D'autres exemples qui sont pas dans la fraise ou dans la framboise, mais c'est des idées qui pourraient super bien s'appliquer, quelle que soit la ferme, en fait, c'est juste l'idée. L'exemple de la fromagerie Cassis et Mélis, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà participé à cette activité-là. C'est une fromagerie fermière biologique. Donc, pendant toute la belle saison, les chèvres laitières vont dehors dans les pâturages toute la journée. Sauf que pendant l'hiver, bien, les chèvres passent l'hiver à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup trop de neige dans les pâturages. Donc, imaginez la première journée du printemps. Tu sais, des chèvres, déjà, c'est enjoué puis assez joyeux comme animal. Puis là, ils viennent de passer tout l'hiver à l'intérieur. Puis là, c'est la journée où est-ce qu'on ouvre les portes de la grange puis les chèvres retournent jouer dans les pâturages pour toute la belle saison, mais après avoir passé l'hiver en dedans. Cette journée-là, elles sont comme 10 fois plus énervées que d'habitude, les chèvres. Et puis là, les propriétaires, eux autres, c'est quelque chose qu'ils vont faire de toute façon. À un moment donné, à la mi-mai, ils ouvrent les portes de la grange puis les chèvres vont dehors. Donc, ils se sont basés sur quelque chose qui se passe de toute façon à leur ferme, puis ils ont transformé ça en activité. C'est-à-dire que la journée qu'ils ouvrent les portes de la grange, ils invitent les gens à venir avec leur pique-nique à la ferme. Il y a un musicien qui est là, qu'elle invite à venir jouer de la musique. Puis là, à midi, c'est l'heure où est-ce qu'on ouvre les portes de la grange. Puis là, les chèvres, ils sortent, puis ils sautent, puis les enfants, ils courent avec les chèvres. Puis ça crée vraiment, il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe. Mais il n'y a comme aucun frais à cette activité-là, parce qu'au final, elle le fait de toute façon, qu'il y ait du monde ou pas qui en profite, dans le fond. Fait que je trouve que c'est un bel exemple. Puis après ça, c'est l'invitation que je vous lance, c'est de voir quelles sont les choses que vous faites de toute façon, quels sont les gestes que vous faites, quels sont les beaux moments dans votre saison de fraises et framboises qui pourraient, tu sais, pour vous, ça fait un peu partie du quotidien, mais pour quelqu'un qui n'est pas dans l'agriculture puis qui a le goût de découvrir votre univers, puis de découvrir votre travail, puis de découvrir vos produits. Y a-t-il des moments comme ça qui pourraient être partagés, mais qui ne sont pas à bâtir de toutes pièces, qui existent déjà dans le fond? Moi, je pense qu'il y en a plein, des moments qui existent déjà, puis que ça intéresserait les gens d'y participer puis de collaborer.
des types de récolte, des types de préparation du sol, il y a toutes sortes de choses qui intéressent vraiment beaucoup les gens, puis on n'y pense pas. Puis l'exemple d'à côté, bien, il y en a quelques autres. Là. Ça peut être des choses un peu plus élaborées comme un grand pique-nique. C'est des choses qui demandent un petit peu plus de planification puis d'organisation. Mais si vous allez vers le bas des exemples, observation des perséides, coucher de soleil, elle bâtit une programmation autour de phénomènes naturels, finalement, qui existent de toute façon, mais elle convie les gens à sa ferme cette journée-là. Donc oui, il peut y avoir de l'animation, des petits trucs spéciaux, mais comme quoi, n'importe quoi peut devenir le point de départ d'une bonne idée, finalement. Puis ne pas négliger le fait que les gens, on en parlait du rythme, là, le rythme de vie des gens qui viennent vous visiter, métro, boulot, dodo, ça n'arrête pas. Là, finalement, c'est la fin de semaine. Finalement, ils prennent le champ, ils s'en viennent à la campagne. Bien, d'offrir des espaces ou des moments de relaxation pour les gens, là, c'est sous-estimé, on n'y pense pas, mais quand il y a un hamac, il y a toujours quelqu'un dedans. S'il y a des chaises Adirondack bien placées avec une belle vue, puis qui proposent un moment de détente pour les gens, il y a toujours quelqu'un dedans. Donc, les gens aussi, ils viennent chez vous, ils veulent bien manger, ils veulent des bons produits, ils veulent vous rencontrer, puis ils ne sont pas contre un petit moment un peu relax dans leur journée, donc c'est un petit clin d'œil à la relaxation. Et finalement, bien, les expériences et les souvenirs enrichissent la culture agroalimentaire, donc un lien avec la première partie, le pourquoi. Et ce faisant, bien, ça forge des valeurs et ça forge des choix. Moi, je dirais des choix d'aliments, mais des choix de mode d'approvisionnement aussi. Dans le cas des fraises et des framboises, bien, toutes les valeurs qui vont avoir été intégrées dans les rencontres avec vous, de voir le travail que vous faites, la qualité du produit, pourquoi la qualité est meilleure que des fraises d'ailleurs, toutes ces informations-là qui vont être intégrées, mais ça peut amener les gens à laisser les fraises d'ailleurs sur les tablettes puis à mieux conserver les fraises d'ici pour s'en approvisionner plus longuement à l'année. Donc, moi, je vous dis merci pour votre attention, mais aussi merci de nous donner accès à des aliments si bons, de proximité et de qualité. J'ai bien hâte au mois de juin, en fait, que tout ça s'en vienne. Et s'il y en a qui ont des questions, bien, ça serait le moment. En fait, il y a des micros pour les gens qui ont des questions. Une question qui revient souvent là, des agrotouristes, c'est « Êtes-vous bio? » Souvent, en tout cas, moi, dans mon cas, je ne suis pas bio. On a des bonnes pratiques, mais on ne peut pas dire oui. Comment suggérez-vous de répondre à ça? Là? En expliquant vos bonnes pratiques. Parce que c'est sûr que c'est pas une bonne idée de dire que vous êtes bio si vous n'êtes pas certifié bio. Là. Ça, c'est évidemment, le but, c'est d'être transparent, puis on le dit aussi qu'une des valeurs de base qui font en sorte que les gens sont contents de venir vous voir, c'est la traçabilité, la transparence. Fait que je pense que l'honnêteté, c'est super important. Par contre, les gens, la plupart des gens, disons-le comme ça, là, parce qu'il y a des gens qui vont ne jurer que par du bio, mais il y a beaucoup de gens qui, en fait, c'est les valeurs qui vont les toucher plus que le mot bio nécessairement. Donc, si on leur explique les pratiques qu'on a à la ferme qui sont durables, ou donc, si vous êtes fiers de vos pratiques, prenez le temps de les expliquer aux gens. Puis les gens, s'ils comprennent que vous mettez moins de tel produit pour telle raison, puis que vous cultivez le sol de telle façon parce que c'est plus écologique de telle façon, puis qu'il y a tel type d'engrais que vous n'utilisez pas, puis tout ce que vous êtes capable de rassembler comme information pour expliquer aux gens, dans le fond, tous les efforts qui sont faits, mais il y a une sensibilité à ça, dans le fond. Même le choix du circuit, si tout est vendu en circuit plus long, bien, il y a tous les enjeux de conservation du produit, mais quand les produits sont vendus en circuit plus court, on peut avoir plus de variété, on peut se permettre des choses aussi. Fait que les gens sont sensibles et comprennent que c'est pas noir et blanc l'agriculture, puis c'est pas parfait quand tu es bio, puis complètement imparfait quand tu n'es pas bio. Par contre, il faut être capable de l'expliquer. J'aimerais ça t'entendre. J'ai l'impression qu'on est habitué sur nos fermes, puis on ne voit pas la valeur qu'il peut y avoir là. Tu sais, prendre le temps, c'est une chose, mais j'aimerais ça t'entendre sur la valeur que les gens sont prêts à mettre sur des activités comme ça, sur le potentiel de revenus qui peut être intéressant aussi. Je pense que quand c'est des activités où est-ce que le prix, comme je parlais tout à l'heure, je fait le lien avec le prix du billet de cinéma, là, je pense que quand on est dans des prix comme ça, on n'a pas trop besoin de le justifier parce que les gens, c'est tout à fait acceptable comme tarif, là. Je pense que si on met en place des activités qui nous demandent plus de temps, plus de ressources, puis qu'à ce moment-là, les prix sont plus élevés, clairement, il faut les expliquer. Que ce soit sur un tableau, que ce soit sur le site web ou que ce soit au moment des inscriptions. Mais oui, il faut faire comprendre aux gens que tout n'est pas gratuit puis que tout n'est pas de la magie. Là, puis, parce qu'il y a
les gens ont été longtemps habitués à ce que beaucoup de choses soient gratuites sur les fermes. Fait que des fois, c'est pas une question de mauvaise volonté, c'est une question de réaliser que, ah oui, pendant que je suis avec vous, le groupe, j'ai quelqu'un d'autre qui travaille là-bas, puis savez-vous combien de temps ça prend à faire pousser tel truc? Puis, je pense que les gens ils veulent apprendre, en fait. Il y a une ouverture d'esprit, mais des fois, la déconnexion, puis c'est pour ça, tu me ramènes à faire un lien avec la déconnexion que les gens y ont avec l'agriculture, ça fait qu'ils ne sont pas de mauvaise foi, mais des fois, ils ne réalisent juste pas tout le travail qu'il y a derrière. Fait que je pense que ça prend du temps pour expliquer ces choses-là, trouver des façons de l'expliquer. Puis moi, je le rencontre, cet enjeu-là, parce que j'en organise des événements sur des fermes et je mets un prix dessus qui est un prix qui est honnête parce que c'est le prix on additionne ce que ça coûte. Et puis souvent, je me trouve dans le rôle aussi d'être obligée de justifier pourquoi ça coûte tant, parce que, pourquoi ça coûte tant? Mais je fais la démonstration, puis j'explique aux gens tout ce qu'il y a dedans, puis une fois que les gens comprennent ça, je pense qu'il faut prendre du temps pour l'expliquer. Ouais. Mais c'est important de le faire aussi, pour briser un peu la gratuité obligatoire. Question, l'agrotourisme au Québec semble beaucoup moins développé qu'aux États-Unis. Avez-vous une idée un peu des causes? Est-ce que c'est le manque d'intérêt des fermes locales ou la population est moins intéressée par rapport à ça qu'on peut le croire aux États-Unis ou c'est un effet de bassin de population qui est différent? Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ça. Je connais comme moins le marché des États-Unis. Je pourrais pas. Oui, je sais pas trop si aux États-Unis c'est tellement plus. Ça doit dépendre beaucoup des régions aussi. Là. Je pense que dans le Vermont, dans le Maine, il y en a beaucoup, mais qu'il y a d'autres endroits où il y en a comme pas mal moins. Par contre, je connais plus la réalité au Québec. Puis au Québec, ce qu'on perçoit, en tout cas, c'est que l'intérêt, il est grandissant. Fait que peut-être qu'on part d'un petit peu plus loin que d'autres climats ou que d'autres cultures par rapport à des expériences à la ferme, mais certainement que si on regarde le portrait, mettons, des dernières années, il y a un engouement qui est là aujourd'hui qui était peut-être moins... En fait, c'est que l'agrotourisme, il s'est transformé aussi. On est passé de visites à la ferme, d'approvisionnement de grosses quantités, les gens qui venaient chercher leur caisse et leur caisse de fraises de framboise pour faire les confitures, à un agrotourisme expérientiel. Donc, ça s'est transformé, mais c'est de plus en plus populaire, là. Bien, ma question, c'est dans ce sens-là, je pense que tu as répondu une partie à la question, y a-t-il une effervescence, y a-t-il un renouveau, parce que dans le passé, on voyait plus de l'autocueillette, juste de l'autocueillette ou plus de l'autocueillette. Là, aujourd'hui, on fait vivre on essaie de faire vivre une expérience. Ma question, c'était, est-ce qu'on voit une augmentation, puis est-ce qu'à chiffre, en quelque part, je ne sais pas, par les producteurs, je ne sais pas s'il y a des données pour la profitabilité de tout ça. Je ne sais pas si tu peux répondre à la question. Chacun fait sa profitabilité, chacun chez eux, là, mais c'est ça, j'ai une question dans ce sens-là. Oui, bien, c'est une bonne question. Il y a des données qui existent. Au tout début de la présentation, j'ai cité c'est une étude clientèle qui a été faite par l'Association de l'agrotourisme et du tourisme gourmand du Québec, puis ils ont des données, eux, sur la vitalité économique que ça apporte l'agrotourisme, mais c'est qu'il y a l'agrotourisme là-dedans, puis il y a le tourisme gourmand. Fait que, tu sais, juste l'agrotourisme, ça a moins été étudié de façon super précise. Qu'est-ce qui est juste l'agrotourisme? Parce que souvent, il est mélangé avec le tourisme gourmand, ce qui est beaucoup plus large parce que ça va inclure les restaurants puis les expériences gourmandes au-delà de l'agrotourisme. Fait que je dirais qu'on a des données, mais ça reste encore assez général. T'sais, on n'a pas beaucoup de données super précises. Par contre, à peu près toutes les observations qui sont faites sont que ça démontre qu'il y a une hausse de l'intérêt. Juste le fait qu'avant, c'était des agrotouristes un peu occasionnels qui y allaient de temps en temps, puis que de plus en plus, il y a un intérêt, mais au-delà, puis vous l'avez bien dit, là, vraiment au-delà de la cueillette seulement. Les gens ils veulent avoir plus de choses que la cueillette à se mettre sous la dent. Donc, l'idée de varier. Mais les gens aussi, c'est ça, c'est le volet par rapport à la rentabilité, c'est difficile parce que ça dépend ce qui est offert puis combien vous chargez. Fait que ça, c'est extrêmement variable, je pense, d'une entreprise à l'autre. Mais je pense vraiment que de plus en plus, les gens sont capables de voir la valeur de ce qui leur est offert. Puis il y en a qui, des fois, qui vont dire, après qu'on parle de ça, puis que moi, je me situe un peu du côté que je pense que c'est normal de charger quand on prend de notre temps pour créer des expériences. Mais il y en a qui vont dire, oui, mais là, si tout le monde, dans le fond, à la place de venir chez nous, ils vont chez la ferme du voisin parce que là-bas, c'est gratuit, bien,
je pense que ça, d'une certaine façon, à un moment donné, la qualité de l'expérience que vous offrez, si elle est belle, qu'elle est attirante, qu'elle est attrayante, que les gens entendent des bons commentaires, ils vont la voir, cette valeur-là, puis ils vont quand même venir chez vous pour cette expérience-là. Mais ça demeure beaucoup de cas par cas, puis je pense que clairement, ce que ça démontre, c'est que je vous entends bien, là, ce serait le fun d'avoir plus d'études, d'avoir plus de données, d'avoir plus de faits à se mettre sous la dent, mais on est encore dans quelque chose, cette espèce de switch-là de l'agro-tourisme, d'approvisionnement vers un agro-tourisme expérientiel, c'est quand même plus récent. Donc, on y va encore un peu au feeling, là, mais ce sur quoi on peut être rassuré, c'est le fait que l'intérêt, il est grandissant. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment pas scientifique, mais j'ai une de mes conférences qui s'appelle « 10 bonnes raisons d'être agrotouriste » que je donne au grand public dans les écoles, dans les bibliothèques. Et l'intérêt des gens, il est vraiment palpable. Puis à la fin des conférences, les gens viennent me voir, puis ils veulent des places, justement. Tu connais-tu une place où est-ce que je peux avoir un repas à la ferme? Tu connais-tu une place où est-ce qu'on peut bruncher? Tu connais-tu une place où est-ce qu'on peut faire un... Tu sais, j'entends tout ça, puis je le sens que c'est foisonnant. Je sens que les gens, ils sont gourmands là, de venir vivre des expériences chez vous. J'ai pas de chiffres, mais j'ai un feeling que ça prend le bon bord. Une dernière question. Oui, bien, c'est une question, peut-être que toi, tu ne peux pas répondre, mais je me sers de la tribune pour la poser à l'ensemble de l'Assemblée. Au niveau, j'ai vu des petits chariots, là, on peut amener du monde, des bancs, tout ça. Il y a le côté sécurité. Est-ce qu'il y a des normes particulières? Je sais qu'on est sur nos champs privés, on n'a pas sur des routes provinciales, mais y a-t-il des normes de sécurité ou à qui on doit s'adresser? Ou je sais bien qu'on bâtit ces choses-là du mieux de notre connaissance, là, mais il y a l'élément sécurité à observer. Là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse? Oui, c'est ça. Moi, je ne pourrais pas répondre, mais je suis certaine qu'il y a des conseillers ou des gens dans la salle qui peuvent outiller là-dessus. Marc-André Isabelle, tu as étudié la question. Cet été, je l'ai fait sur ma ferme. On a fait un labyrinthe de maïs avec un tour de charrette éducatif, ainsi de suite. L'idéal, c'est de contacter vos assureurs pour prendre une assurance responsabilité dans ce coin-là. Puis également, l'assureur est venu visiter nos installations parce qu'il était fait avec beaucoup de matériaux recyclés qu'on avait sur la ferme. Puis, on s'est assuré que tout pouvait être convenable et ne cause pas trop de risques ou cause pas de risque de blessure. Là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous.